La plupart des codes sont open source, donc vous pouvez les télécharger et les tester ce soir, si vous voulez. Il faut juste suivre le tutoriel. Maintenant, c'est l'architecture qui a été utilisée, notamment les 3 layers, a été utilisée chez Google. Ils ont été utilisés chez... Alors, Facebook utilise un autre système pour faire leur auto-tagging. Donc, Facebook utilise, je suis sûr que 80% des gens ici, au moins, sont sur Facebook. Et il y a cette option de auto-tagging, c'est-à-dire que vous envoyez une photo et ça reconnaît automatiquement vos amis. En fait, c'est une technologie qui est à l'extrême opposé de ce que je vous présente là, c'est-à-dire super ingénierée, purement ingénierie et mathématiques, mais qui a des bonnes performances. Je sais que Google a utilisé, ils ont suivi les papiers de Nico et ils ont réimplémenté les choses. Et peut-être que justement la nouvelle suggestion automatique de Google+, peut-être que derrière il y a du back-end, mais on ne peut pas savoir, quoi. Et puis on ne sait pas aussi. Avec Google, le problème c'est que parfois on ne sait pas, même un code qui est pourri, si ça tourne sur 1 million de serveurs, ça marche bien. Donc c'est difficile de savoir quelle est la balance entre la performance pure du code, est-ce que c'est un bon modèle, ou est-ce qu'ils ont tellement d'ingénierie derrière et tellement de moyens que c'est difficile à dire. Mais oui, ça a été utilisé par certaines entreprises et dans l'académique. Le machine learning, c'est un... Ok. En anglais, il dirait c'est un rebranding. Ça veut dire, en gros, ça s'appelait l'intelligence artificielle avant, et maintenant ça s'appelle le machine learning, parce que l'intelligence artificielle s'est tombée en désuétude un peu. Ça veut dire old style, années 50, 60, utopique. Donc maintenant, on appelle ça le machine learning. Mais non, là, je simplifie à l'extrême. C'est pas vrai. Mais en gros, c'est toute cette idée de développer des algorithmes qui permettent à un ordinateur d'apprendre à partir de données. C'est donc tout ce paradigme d'apprendre des données pour générer un modèle qui ensuite peut être utilisé sur des nouvelles données qu'il n'a jamais vues avant et proposer une solution. Et donc par exemple, dans le machine learning, vous allez peut-être entendre parfois du data mining. Le data mining, c'est ça, c'est par exemple toutes les grandes entreprises du web utilisent ce genre de choses. Si vous allez sur, je suis sûr, sur la Fnac, même si j'y vais quasiment jamais, disons Amazon, je connais beaucoup mieux. Si vous allez sur Amazon, vous achetez un bouquin, il va vous dire, les gens qui ont acheté ce bouquin ont aussi acheté, ou alors ils vont dire, voilà ce que Amazon suggère que vous aimeriez bien, potentiellement, par rapport à votre passé d'avoir acheté tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin. Ah, apparemment, et donc derrière, sur Amazon, il y a plein de serveurs qui travaillent continuellement et qui suivent exactement ce que vous achetez pour essayer de trouver un profil de qui vous êtes, de sorte de pouvoir vous suggérer des choses qui pourraient vous intéresser. Et donc ça, par exemple, c'est typiquement du machine learning. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Il n'y a pas une équation qui décrit ton comportement et que au temps t plus 12, tu vas acheter le bouquin de Messia. Non, probablement pas. Donc il faut l'apprendre des données. Et donc le machine learning, ça sert à ça. Apprendre des données, en gros. Des données, fabriquer un modèle, et ensuite utiliser ce modèle pour prédire. Obtenir cette fonction phi, on l'apprend. Et donc on l'apprend des données. Donc on fait beaucoup de machine learning. Mais le machine learning qu'on fait, on pense que ces techniques sont bien connues, même s'il y a toujours de la recherche extrêmement active là-dedans. Et il y a des nouveaux algorithmes qui viennent tous les ans qui sont encore plus forts. Mais ce que je voulais montrer, c'est que la fonction phi, elle est construite fondamentalement à partir de ces couches. C'est ça que je voulais mettre en avant. Parce que ces couches, a priori, elles sont pas... on les génère. Et ensuite, les différents paramètres de la couche, des couches, la taille des filtres, les valeurs des éléments des filtres, ça, ils sont appris avec du machine learning. En envoyant beaucoup de données, beaucoup d'images, et en leur disant, ça c'est une voiture, une voiture, une voiture, une voiture, ça c'est un camion, ça c'est une voiture, un camion, une personne, un camion, une personne. Et au bout d'un moment, l'algorithme se stabilise, et à la fin... le modèle a convergé, on arrête, et ensuite on utilise ce modèle pour lui balancer plein d'images et qui nous disent qu'est-ce qu'ils pensent que c'est. Donc c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais
il y a beaucoup de machine learning qui est utilisé. En fait, il y a du machine learning qui est utilisé partout. Mais pour séparer un petit peu conceptuellement les choses, je voulais séparer en deux. Un modèle bio-inspiré, où l'architecture est inspirée de la biologie, et un modèle, une fois qu'on a le tenseur, comment on peut obtenir le nom, par exemple, le nom de la personne, de l'objet, etc. Ce sont des modèles qui sont complètement différents de ce que je vous ai présenté là. J'ai essayé de dire à un moment que ce qu'on fait, c'est des modèles bio-inspirés, c'est-à-dire que l'architecture en couches, etc., les opérations à l'intérieur des couches, utiliser des filtres, faire une saturation, etc., ça, c'est franchement inspiré de la biologie. Et la raison, c'est qu'on travaille, James DiCarlo est un grand physiologiste, il fait beaucoup d'expériences avec sur des singes, où ils font des expériences de physiologie, vraiment de la wet biology, donc des trucs où il faut mettre les mains, et voilà. Donc ce qu'on n'aime pas, nous, les gens qui travaillent avec des ordinateurs. Mais en gros, ces modèles-là sont des modèles... le modèle le plus à droite, qui performait le mieux, c'est un modèle qui a beaucoup d'inspiration de la biologie aussi. Mais il est beaucoup plus contraint mathématiquement pour des raisons principalement mathématiques. Pas forcément inspiré de la biologie. Les autres, par contre, sont vraiment des modèles, on va dire, plus de mathématiques appliquées. Par exemple, si vous avez une image avec, on va dire, une ligne droite au milieu, ou à droite, ou à gauche, si vous voulez une réponse qui est indépendante de la position de la barre, imaginons que vous avez une image toute blanche avec une barre bleue. Si vous voulez avoir une réponse qui est indépendante de la position, vous faites une transformée de Fourier. Vous obtenez un spectre, voilà, ça correspond à la périodicité du truc, mais que la barre soit là, là ou là, c'est par rapport à la longueur totale de l'image, par rapport à la longueur de la barre. Et donc, si on prend la transformée de Fourier, il y a une harmonique, ou plusieurs, et donc, il n'y a pas de problème, hein, que la barre soit là, là, là ou là, c'est la même. Donc, on a des opérations mathématiques qui permettent d'avoir de l'invariance. Le truc, c'est que la plupart des modèles qui étaient présentés là étaient principalement basés sur ces intuitions mathématiques, plutôt que mathématiques et biologie. Donc c'était ça. Et l'état de l'art dans le sens où ce sont les meilleurs systèmes qui existent à l'heure actuelle. En tout cas jusqu'en 2010. C'était le meilleur système. Justement. Alors le nœud, si vous voulez, c'est juste... on construit... Donc les nœuds, c'est un ordi que peut-être vous m'avez aperçu en train de porter. C'est vachement lourd en plus, parce que 4 GPU, une grosse carte mère, 24 Go. Mais un nœud, c'est juste une entité dans laquelle on a un nombre bien précis de GPU. Et ensuite, on les branche en réseau Ethernet pour pouvoir faire du calcul distribué. Donc typiquement, si vous allez visiter un jour une ferme de serveurs de Google, vous allez voir une immense chambre, probablement 6 fois cette taille, avec des racks comme ça, avec des grosses portes en ferraille, et dedans il y a des serveurs, et chaque serveur c'est un nœud. Donc c'est-à-dire c'est une entité qui est reliée au réseau. Donc c'est un peu la définition du nœud. Et après on peut faire ce qu'on veut avec ça. Et le nœud lui-même, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est juste de manière de dire on a 10 nœuds. Voilà. Et si on en construit un autre, on le construira avec des spécificités techniques qui sont proches des autres, de sorte de pouvoir l'insérer sans problème dans le réseau. Parce que c'est ça l'idée, c'est que quand on fait du supercomputing, quand on fait du calcul distribué, du calcul massivement parallèle, évidemment, plus les nœuds sont similaires, pour pas dire même identiques, en termes de leur carte mère, leur RAM qu'ils utilisent, le CPU qu'ils utilisent, le bus, etc. S'ils sont absolument similaires, ça va comme un charme. C'est facile de distribuer le calcul parce qu'on sait que chaque nœud va se comporter de la même manière. Dans notre cas, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a des nœuds hétérogènes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des nœuds, les GPU peuvent être différents, des séries différentes, il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Donc ça pose plus de problèmes d'administration. Ouais. Je pense une intensification de la communication entre les maths et l'info. Plus d'infos, beaucoup plus d'infos, beaucoup plus d'infos. Ça, je suis d'accord, ça pas de souci. Mais
Parce que c'est tellement, je sais pas, moi je trouve que c'est tellement utile, même pour comprendre les concepts mathématiques, implémenter un algorithme, c'est comprendre les maths ou le théorème, parce que sinon ça marche pas. Et on peut tester d'ailleurs, on peut faire un test, on peut lancer des expériences sur ordinateur, et on s'est rendu compte, ah bah ça marche pas, ça converge pas, bah oui, la matrice était pas positive, symétrie définie, donc oui, ça marchait pas. Et comprendre l'interaction entre pourquoi mathématiquement ça marchait pas et comment ça s'est traduit dans l'info. Et je dis ça tout en ayant été une personne qui est un physicien de base qui a dit non, moi je fais pas d'info. Moi je fais des modèles analytiques, moi je fais des espaces de Hilbert, mais je fais pas d'info. Et dans le doctorat, on se prend une claque, ça s'appelle la réalité. Et au bout d'un moment, faut bien plonger dedans. Mais à l'heure actuelle, maintenant, il y a tellement d'outils open source qui sont très puissants pour faire des maths. Pour les maths pures, Sage, par exemple, c'est top notch. C'est ce logiciel open source pour faire de l'étude des fractions rationnelles jusqu'à faire du calcul numérique intensif. Il y a tout. Python est un excellent langage pour introduire l'info. Et j'ai introduit à l'info avec Java. J'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé. Ça m'a d'ailleurs poussé en dehors de l'info pendant... Mais je reviens à la question donc. Pour le moment, tu n'as fait que rajouter. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est difficile parce que même s'il y a des notions, on va dire, savoir décomposer une fraction rationnelle en éléments simples pour pouvoir, par exemple, intégrer, etc. C'est vrai qu'en soi, maintenant, les gens utiliseraient Mathematica pour le faire en 2-2. C'est important de l'avoir vu une fois. Et ça a son utilité dans le sens où ça oblige à réfléchir, à comprendre des concepts. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qui pourraient... Je pense que peut-être les probas aussi. Les probas, c'est quelque chose qui est tellement utile. C'est probablement d'ailleurs un des rares domaines des maths qui est utile même à ceux qui ne veulent pas entendre parler de science. Les probas, c'est utile pour tout. Pour pouvoir dire ah ouais, alors est-ce que je devrais aller en vacances ici, ouais, mais là j'ai pas suffisamment de budget, quelle est la probabilité que ça passe si je mets 1000 € ici plutôt. C'est utile partout. Donc notamment évidemment en sciences, j'ai fait de la mécanique quantique, c'est la base de la mécanique quantique, donc d'accord, donc tu rajoutes des probas. Je rajoute des probas. D'accord, de toute façon, je rajoute dans 2 ans, c'est ce qui va se passer. Ça, plus de synergie avec l'info. Tu gardes l'algèbre linéaire, tu n'enlèves rien à l'algèbre linéaire, ça c'est évident. Non, faut pas toucher à l'algèbre linéaire. Donc il reste l'analyse. Je sais. J'ai été étudiant aussi, décomposer un endomorphisme au tableau, parfois, même souvent. Mais bon, en fait, l'algèbre linéaire, après, c'est encore le principe de réalité. C'est pervasif. Par exemple, une illustration parfaite. L'algorithme de recherche de Google, qui est la clé de multimilliards de dollars, eh bien, c'est de l'algèbre linéaire à la base. On formule le problème, c'est un problème d'algèbre linéaire, où on inverse une matrice, où on résout un système linéaire. Voilà. Bon, si vous ne connaissez pas ça, vous êtes dans le caca. Et en plus, si vous ne connaissez pas des bonnes techniques de mathématiques appliquées pour résoudre ce système linéaire de manière super optimale, très précise, etc., là aussi vous êtes dans le caca, parce que là, dans le caca en pratique. Donc, c'est bien de connaître, encore une fois, peut-être plus d'expérience aussi avec l'info, encore une fois, connaître le théorème et pourquoi ça marche, le concept, c'est très important, c'est même fondamental. Mais aussi de savoir pourquoi Par exemple, je me rappelle avoir fait un homework dans une classe que j'avais pris au MIT. Et à un moment, il fallait faire du Gram-Schmidt. Orthonormalisation de Gram-Schmidt. Oh, super, je connais, nickel. Tac, 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 je fais mon truc et tout. 5 lignes de code, impeccable. Au bout de 10 itérations, que très, très mauvais le résultat. Mais alors, vraiment mauvais. Ah bah oui, ça s'appelle la perte de précision en arithmétique finie. Ah bah oui, ça c'est typiquement de l'info. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'arithmétique exacte en info. Il y a les nombres, ils ont une certaine nombre de chiffres après la virgule.
et les erreurs s'accumulent, et au bout d'un moment, et dans le procédé de Gram-Schmidt en particulier, les erreurs s'accumulent extrêmement rapidement, et tout d'un coup, les vecteurs sont plus orthogonaux. Donc là, voilà, ça casse tout. Et les 5 lignes de Gram-Schmidt théoriques, ça devient 100 lignes, avec des checks de convergence à tous les pas. Enfin, je me rappelle avoir fait pour une diagonalisation pour de la physique du solide. Et j'étais... ah ouais. Ah, je savais pas ça. Et là, j'ai bien appris quelque chose quand même. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup, par exemple, en faisant des devoirs à la maison. Ce genre de choses, avec un peu d'infos. Et encore, je dis ça en étant quelqu'un qui n'a pas été naturellement vers l'info. Je suis juste en train de vous dire quelque chose de la réalité, quoi. La réalité de la vie, de chercheur, d'ingénieur. Il faut vraiment savoir ces choses-là. C'est important. Ouais. Un autre truc en maths ? Bah ouais, si on pouvait faire de l'analyse hilbertienne, ça serait super, mais il faut connaître, les espaces vectoriels de base, les séquences, les suites. Donc ça, il est déjà suffisamment chargé le programme, donc je pense que... Ouais. T'enlèves rien. Ouais. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que continuer après en école d'ingé ou à l'université en prenant de l'analyse hilbertienne derrière, ou de l'analyse fonctionnelle, ça, je vous le conseille vraiment. Parce que ça, c'est vraiment... Et puis évidemment, la théorie de l'intégration de Lebesgue plutôt que... Mais bon, en fait, donc, je connais Nicolas depuis... on s'était rencontrés... c'était en 3e année d'école d'ingé. J'étais parti au CERN, à Genève. J'étais étudiant d'été. Et Nico était étudiant d'été là-bas. Je ne connaissais pas du tout Nico avant. Et c'était au moment où j'appliquais aux États-Unis pour mon doctorat. Et du coup, j'ai rencontré, alors on a dit qu'on appliquerait tous les deux. Et donc, on est allé aux États-Unis tous les deux. Et appliquer, c'est candidater en français. Candidater, application, candidater, merci. Donc, j'ai candidaté et on est allés tous les deux. On a eu de la chance. Et ensuite, on a été en colloque depuis. Et donc, j'ai vu, lui a toujours travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, le machine learning, la neuroscience. Et d'ailleurs, il a fait son doctorat en neurosciences au MIT. Et donc j'ai vu la progression des choses. Depuis le début où il est rentré dans le labo, jusqu'à leur dernier résultat et sa défense de thèse. Et c'est en fait la synergie entre les mathématiques. Il y a quand même beaucoup des choses que j'ai fait qui sont utiles dans ce domaine-là. Et qu'en fait, l'idée même, en discutant avec Nico et Dave, de moi joindre ce groupe, c'était d'amener une perspective plus fraîche de ça. Une vision de physicien ou une vision de mathématicien plutôt qu'une vision de neuroscientifique, neuroscience. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ça. Et j'ai vu aussi énormément plus d'opportunités, ne serait-ce qu'industrielles, dans le secteur privé. Entre l'intelligence artificielle, plutôt le computer vision, et la mécanique quantique. La mécanique quantique a des potentialités théoriques, mais pour l'instant pas très prouvées. Enfin, je dis ça, la mécanique quantique est la base de toute l'informatique, donc remettons les choses en perspective quand même. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un sujet qui est beaucoup plus abouti. Ça fait 90 ans qu'on fait de la mécanique quantique, donc on commence un petit peu à connaître les choses. Même s'il y a encore énormément de recherches à faire, ça c'est net. Mais j'ai senti que c'était plus frais et j'ai senti aussi que, je sais pas, j'ai l'impression que le siècle à venir va être beaucoup plus orienté vers la biologie ou tourner autour de la biologie, la médecine, etc. Plutôt que de tourner forcément sur des choses plus anciennes. Maintenant, il y a plein de domaines de la physique, la biophysique justement. En fait, la mécanique quantique, il y a énormément de progrès. La computation quantique, non, ça ne doit pas être français, ça. Quantum computing, le calcul quantique, faire des ordinateurs qui utilisent les phénomènes de base de la mécanique quantique pour résoudre en un temps ridicule des problèmes qui sont inaccessibles à des ordinateurs classiques. Ça, c'est des très, 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 très actifs. Le domaine des atomes froids, etc. Donc il y a plein de domaines de la physique qui sont très chauds, très hot, mais je ne sais pas,
j'ai aussi de très bonnes relations avec Nico, on travaille très bien ensemble, donc c'est aussi un aspect humain aussi. On a envie de... Je pense que c'est important de savoir très tôt que travailler avec les bonnes personnes, c'est-à-dire avec des personnes avec qui on a du plaisir à travailler intellectuellement, échanger des idées, etc., avoir de la motivation à aller au travail, c'est presque plus important que le domaine que vous choisissez. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Si certaines startups, par exemple, réussissent si bien avec 10 personnes, c'est parce que la dynamique de groupe est tellement excellente que c'est supérieur à une entreprise qui a 100 employés, mais qui est traditionnelle, travailler de 8-9h à 5h, etc., avec pas des très bonnes relations tous les jours au boulot. En fait, je me suis rendu compte que c'était très, 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 très important, en fait, tous les jours, pour garder la motivation. Ouais, c'est une des raisons aussi.